faire un petit tour de piste en commençant par celui qui s'est installé le plus vite finalement, Arnaud Marquis. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de Tarkett? En fait, vous êtes directeur du développement durable de Tarkett. Un mot de votre fonction et puis de cette entreprise. Donc, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Arnaud Marquis, directeur du développement durable de l'entreprise Tarkett. Tarkett qui est une société française internationale. Tarkett fabrique des surfaces sportives et des revêtements de sol. On est 12 000 salariés, on fabrique à partir de 34 sites de production qui sont dans 20 pays. Et donc Tarkett, c'est également des clients, évidemment, donc des clients principalement des professionnels, des installateurs de revêtements de sol, mais également donc des distributeurs, des propriétaires de bâtiments, des architectes. Et nos produits sont installés dans les hôpitaux, les écoles, les universités, les stades, évidemment, et dans les logements collectifs. Merci pour cette présentation. On va aller de droite à gauche avec Sylvie Bénard. Sylvie Bénard est fondatrice de La Dame à la licorne. Bonjour Sylvie. Bonjour et encore merci de l'invitation. Donc je suis Sylvie Bénard, j'ai créé la direction environnement du groupe LVMH en 1992, poste que j'ai exercé jusqu'en 2020. L'âge venant, j'ai quitté LVMH et j'ai créé donc La Dame et la licorne. Mon objectif est de transmettre tout ce que j'ai appris et aider les organisations qui ont vraiment envie de bouger à le faire le plus vite possible. Puisqu'on l'a dit, on l'a redit, beaucoup de choses existent déjà et il faut aller vite. Et par ailleurs, je suis administratrice de la Fondation AgroParisTech et de Humanité et Biodiversité. Merci Sylvie. Bonjour Michel Papalardo. Bonjour. On vous connaît bien parce que vous allez nous raconter votre parcours. Aux fonctionnaires de la Cour des comptes. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai passé 20 ans, un peu plus de 20 ans à faire de l'environnement, comme on dit, auprès de Michel Barnier comme directrice de cabinet quand il était ministre de l'Environnement, puis Nicolas Hulot. Entre les deux, j'ai été présidente de l'ADEME, d'où le sujet produire, consommer, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout en faisant du conseil, comme Sylvie, je fais comme de présider le comité du label ISR, de présider aussi une fondation universitaire. Voilà, on s'occupe. Donc directrice de cabinet, ça n'a rien de politique, on est bien d'accord. Hein. Non. C'est vrai dans votre pensée. À mon sens, non. C'est une manière de faire avancer le sujet, comme je l'ai fait avancer, je l'espère, à l'ADEME ou dans l'administration comme commissaire général au développement durable. Merci pour cette précision. Michel Mangion, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur RSE de Cristal Union. Il faut nous en dire plus sur Cristal Union. Oui, alors Cristal Union, c'est une entreprise de 2000 personnes à peu près, 2 milliards de chiffre d'affaires, dont l'objet est d'optimiser la valorisation pour nos coopérateurs agriculteurs de la betterave. Donc on extrait le sucre, on le cristallise, ou on le met dans nos fermenteurs pour faire du bioéthanol, on en a parlé un peu ce matin, tout à l'heure, ou de l'alcool. Merci pour cette précision et puis cette présentation. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite sur un terme lexical, le mot de décarbonation en fait, qui revient tout au long de ces 2 jours. Sylvie Bénard, vous vouliez dire un petit mot là-dessus, et comme ça, ce sera fait pour les 2 jours en fait. Voilà. En tant qu'ingénieur agronome, voir un avenir décarboné, ça me fait hurler, puisque le carbone, c'est la vie. Vous êtes fait de carbone. C'est parce qu'on a cette molécule magnifique de carbone qui peut faire des squelettes, des molécules extrêmement longues qu'il y a la vie. S'il y a des énergies fossiles, c'est parce qu'il y a une vie et que par la pression, par le temps, par la température, ces êtres vivants ont été transformés. Et le deuxième, donc on veut plus de carbone, on veut plus de biodiversité, on veut plein de carbone dans les sols, donc surtout pas d'avenir décarboné, pitié. Et deuxième chose, ça donne aussi l'impression que il n'y a que le CO2. Or, il y a plein d'autres gaz à effet de serre, certains avec un impact tellement plus fort que le CO2 qu'il faut penser à tous les gaz à effet de serre. Donc, pitié, pas décarboner. Bon, ça va être difficile de ne pas dire décarbonation pendant 2 jours. Je ne sais pas si on va tenir. Michel Mangion, vous préférez le terme défossilisation, vous, en fait. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'en parlant, c'est un peu technique peut-être de parler de défossilisation. C'est peut-être plus juste de parler de réduire les émissions de gaz à effet de serre, effectivement, qui est plus général. Bon, on va parler d'un thème qui est de la notion de sobriété des ressources. Arnaud Marquis, ça vous parle, ça, concrètement? Racontez-nous, en fait, ce que ça veut dire concrètement chez Tarkett. Alors peut-être avant de commencer, un rappel. Tarkett fait partie du secteur du bâtiment, et le secteur du bâtiment, c'est responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre et de 60 à 70% des déchets en masse dans le monde. Donc quand on parle de sobriété, ce n'est pas forcément un secteur qui est très exemplaire. Alors Tarkett, au sein de ce secteur, fabrique des revêtements de sol, des surfaces sportives, des centaines de millions de mètres carrés. Par an, ça représente à peu près 2 fois la surface de Paris. Et pour ce faire, eh bien, on consomme
des matières vierges et on génère des déchets. Donc pour Tarkett, c'est un sujet qui est évidemment stratégique depuis plus d'une dizaine d'années. Et pour nous, être plus sobre, eh bien, c'est tout simplement basculer de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Donc pour nous, c'est deux axes principaux en termes de développement. Le premier, c'est de réduire nos besoins en matières vierges. Donc pour ça, c'est basculer sur des matières recyclées. Et le deuxième, c'est éco-concevoir nos produits de manière à ce qu'ils soient plus faciles à recycler. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que consommer moins de matières vierges, plus de matières recyclées, finalement, c'est aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisque, si je vous prends un exemple, sur un produit, remplacer 50% de matières vierges, c'est réduire nos émissions de carbone, les émissions de gaz à effet de serre, de 50 à 70%. Ça va être compliqué, hein, parce que oui, je vais faire attention. Vous les avez mis une pression là sur ce coup-là. Il y a la notion même de chaîne de valeur en fait globale dont on parlera pas mal pendant cette table ronde, c'est-à-dire évidemment les matières premières et puis en bout de chaîne le recyclage, la réutilisation et les économies circulaires qui peuvent se faire. Comment ça se passe aujourd'hui dans la vision que vous avez de la perception des professionnels des entreprises, Sylvie Bénard? Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une forme de maturité vis-à-vis de cette notion même de chaîne de valeur globale? Alors, oui, c'est-à-dire que de plus en plus, les entreprises comprennent que pour agir fort et là où c'est important, il faut qu'elles connaissent leur chaîne de valeur. Et malheureusement, elles sont encore rares à avoir une connaissance vraiment complète de la chaîne de valeur. Et quand je dis chaîne de valeur, ça veut dire aller jusqu'au champ, jusqu'aller à l'endroit où est extrait la matière première. Parce que c'est peut-être là que l'impact environnemental ou l'impact social est le plus fort. Et c'est là qu'il va falloir qu'elles aident leurs fournisseurs de rang X à aller travailler. Elles connaissent bien aujourd'hui leurs fournisseurs de rang 1, rang 2, quelquefois rang 3, mais il faut aller beaucoup plus loin. D'autant plus que les réglementations qui sont en train de se mettre en place vont demander de plus en plus de transparence. Donc, il faut faire ça. Maintenant, le faire, c'est facile à dire. C'est compliqué, c'est long. Il faut avoir une très grande confiance parce qu'il y a des problèmes, évidemment, il peut y avoir des problèmes commerciaux, des problèmes de propriété industrielle, des problèmes de concurrence. Il faut que les fournisseurs tout au long de la chaîne acceptent de donner leurs données, c'est le cas de le dire. Il faut qu'on se mette d'accord sur la forme de la donnée, de manière à ce que les fournisseurs ne passent pas leur temps à remplir des questionnaires qui vont être différents d'une entreprise à l'autre. Mais tout cela avance. Il y a de plus en plus d'outils qui rendent ça possible et les fournisseurs sont de plus en plus intéressés par ce sujet-là. Et prenons la température justement des deux représentants d'entreprises en fait, qui sont là sur la notion de chaîne de valeur. Michel Mangion, qu'est-ce que vous maîtrisez, vous, du début à la fin? Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes vraiment complètement sur la chaîne de A à Z? Alors, à l'échelle de l'activité Cristal Union, nous pouvons diviser, disons, l'activité industrielle qui émet à peu près presque la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre, 45%, et le reste étant le scope 3, donc effectivement nos fournisseurs. Donc c'est assez important en tant qu'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à travailler fort sur notre activité industrielle. L'activité majeure ensuite, c'est effectivement l'activité agricole, qui représente à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre pour notre activité. Donc effectivement, on travaille aussi avec nos adhérents agriculteurs sur ces thèmes. Et donc on travaille sur ces deux axes, sans oublier les autres que sont le transport, la logistique et tous ces sujets aussi, mais qui ont moins d'importance à notre échelle. On avait, à la fin des années 2010, on émettait à peu près 2 millions de tonnes de CO2 par an. Et à la fin des années, entre 2010 et 2020, on avait réduit de 15%. De 20 à 30, on vise une réduction de 35% de la partie industrielle et de 24% de l'ensemble de notre périmètre. Et bien sûr, on vise toujours l'objectif neutralité carbone à 2050. Donc il y a une notion chez vous d'évangélisation en fait, de tout le monde, de toute oui, chaîne alors, de personnes. Par rapport à nos adhérents, alors nos adhérents, on est une coopérative, je ne l'ai peut-être pas précisé, donc ils sont nos propriétaires, nos patrons, et finalement il n'y a pas de bénéfice, la valeur produite par l'entreprise est restituée au travers du prix de la betterave. Et donc effectivement, on travaille avec nos adhérents, et notre objectif c'est de faire progresser l'ensemble, les 100% de nos adhérents, et les aider à modifier leurs pratiques pour continuer à prendre en compte ces idées qui sont en train de germer sur
sur une agriculture régénératrice. C'est notre cheval de bataille, on parle d'agriculture régénératrice pour maintenir un bon équilibre entre production, parce que c'est vrai qu'une terre qui produit plus, c'est aussi un bilan carbone qui baisse en fait. Donc il faut maintenir une certaine productivité quand même au champ, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Arnaud Marquis, vous maîtrisez quoi, vous ? Nous, quand on parle de chaîne de valeur, en fait, je le disais tout à l'heure, l'économie circulaire est un levier très puissant pour aussi réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Tout simplement parce que pour nous, Tarkett, le scope 1 et le scope 2, c'est moins de 10% de nos émissions totales. 90%, c'est lié à nos émissions auprès de nos fournisseurs ou par le produit qui est incinéré ou envoyé en décharge en fin d'usage. Donc c'est la raison pour laquelle on travaille beaucoup sur l'économie circulaire. Mais la réalité, et je pense que c'est important de le rappeler, on innove, on fait des produits qui sont éco-conçus, qui sont faciles à recycler. La problématique, c'est qu'en fin d'usage, le sol, lorsqu'il est retiré, décollé, il est mélangé avec d'autres matières, il est mis dans des bennes, et pour nous, c'est extrêmement difficile d'aller le récupérer et puis de le valoriser en le recyclant dans nos usines. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on travaille en fait avec nos clients. On développe des partenariats circulaires où ils nous appellent, et ça c'est le cas par exemple avec Ikea. Ils nous appellent lorsqu'ils ont besoin de rénover un nouveau bâtiment, un nouveau magasin, ou un magasin plutôt. On a la possibilité de venir, de collecter le revêtement de sol de façon organisée. On évite tous les coûts de tri, et ça c'est aussi quelque chose de très important. Et on a la possibilité de le récupérer dans nos usines pour le recycler. Et c'est ce qu'on a fait ces dernières années, dans 13 pays en Europe. On a collecté un peu plus de 50 000 m² qu'on a pu recycler. Donc voilà, vraiment la nécessité pour nous de travailler, alors avec nos fournisseurs évidemment, mais aussi, si on veut réduire les matières vierges, avec nos clients, pour être capable de collecter et recycler nos produits. Prenons ça d'un côté un peu philosophique, j'ai presque envie de dire, Michel Papalardo, vu votre expérience en fait, quelle est vraiment l'importance d'être au cœur même de la chaîne depuis le tout début en fait ? Pourquoi c'est si important de connaître tout depuis le départ ? Pour toutes les bonnes raisons qui ont été dites. C'est vrai ? C'est parce que le carbone, les émissions de gaz à effet de serre, voilà, on va y arriver, du produit, c'est pas juste la fin ni l'utilisation, c'est bien toute la chaîne. Et si vous voulez réduire collectivement, globalement, puisque c'est un sujet collectif et global, les émissions, il faut bien le faire du début à la fin. Alors l'intérêt de savoir à chaque moment de la chaîne, c'est qu'on puisse choisir ceux qui, en amont, les fournisseurs qui vont émettre le moins. Et c'est comme ça que de fil en fil, on va dire, ça prend un peu de temps, mais c'est comme ça, progressivement, eh bien, ceux qui produisent moins ont plus de clients parce que justement, ils produisent moins. Et parce qu'au bout du bout, finalement, on émet moins. Et c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement avec le label ISR, donc Investissement Socialement Responsable. Juste un mot pour vous dire ce que c'est pour ceux qui ne sont pas habitués avec d'être dans ce genre de monde. Le label ISR, il a pour vocation d'identifier les fonds, donc les fonds d'investissement, qui visent des entreprises qui ont des démarches responsables. Donc vous voyez, déjà vous avez une cascade. Eux, ils sont bien forcés de se regarder ce qui se passe en amont, puisque c'est les investissements qu'ils font chez des entreprises qui sont pris en compte en termes d'émissions collectives. Donc ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a revu le référentiel de base du label ISR, et justement, on y a mis beaucoup plus de contraintes et d'exigences, notamment, pas que, mais notamment sur le sujet du climat. On a considéré qu'un fonds plutôt qui dit avoir une démarche de durabilité ne peut pas ne pas se préoccuper du climat. C'est pas exactement écrit comme ça avant, donc là on a mis vraiment le focus là-dessus. Et ça suppose donc que les fonds qui vont aller investir dans des entreprises se préoccupent des émissions des entreprises. Et quand on dit se préoccupe des émissions des entreprises, c'est pas des émissions au moment où elles produisent, c'est bien des émissions de l'ensemble de leur chaîne, y compris le scope 3, comme on dit, c'est-à-dire les fournisseurs, éventuellement les clients. Donc, l'intérêt, et c'est pour ça que je participe à la table ronde, parce qu'on pourrait se demander ce que je fais là aujourd'hui avec mon label ISR, c'est parce que c'est un moyen, à travers aussi les financeurs, de mettre la pression sur les entreprises pour que, finalement,
elles produisent en émettant moins de gaz à effet de serre, en ayant un moindre impact sur la biodiversité, parce que c'est pas uniquement un sujet de gaz à effet de serre qui nous préoccupe dans les démarches de durabilité, il y a aussi d'ailleurs une dimension sociale et une dimension de gouvernance. Je passe là-dessus. Mais en tout cas, c'est bien cette idée que dans la chaîne, il y a aussi un autre acteur qui est important, qui est finalement, qui sont les banques et les financeurs et les fonds, parce que en ayant eux-mêmes envie ou besoin, parce qu'il peut y avoir aussi des contraintes pour que les fonds soient durables, besoin d'avoir une démarche de durabilité, elles-mêmes, elles mettent la pression sur les entreprises, qui font qu'ensuite les entreprises, quand elles vont chercher leurs banquiers, des investisseurs, etc., se retrouvent face à des investisseurs qui leur demandent des comptes en matière de gaz à effet de serre, notamment. Oui, vous avez donné une raison qui n'avait pas été évoquée avant. C'est la raison tout simplement de l'investissement avec cette responsabilité en fait qui est recherchée par certains investisseurs. Alors, je rajoute une autre bonne raison. Vous parliez de chaîne de valeur tout à l'heure, donc il y a tout ce que vous avez dit sur la création effectivement de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Moi, il y a un sujet important, un peu nouveau au sens où on en parlait beaucoup moins avant, qui est aussi que si vous réfléchissez bien, si vous connaissez bien votre chaîne de valeur, vous allez aussi réduire vos risques en termes de résilience, c'est-à-dire en termes d'impact, des conséquences, cette fois-ci, du changement climatique sur votre production. Je vous cite juste un cas, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était cet été, si je me trompe pas, Porsche s'est retrouvé avec de gros problèmes de production parce que ses fournisseurs suisses étaient inondés. Bon, on se dit Porsche, les Suisses, tout ça, c'est des gens sérieux. Eh bien non, visiblement, enfin, si, ce sont des gens sérieux. Mais ça n'empêche, il y avait quand même un trou quelque part dans la raquette. Et ça, si vous y réfléchissez tous, en termes de producteurs, c'est un élément de sensibilité, de fragilité, donc de risque. Et là, je me remets à la place de mon investisseur qui se dit « Oui, mais moi, je ne vais pas aller investir quand même chez une entreprise qui se trouve en risque parce qu'elle ne sait pas où sont ses fournisseurs et que peut-être que se trouve dans des situations difficiles et des risques. » Donc, cette thématique de la résilience, elle vient aussi se greffer sur tout ce qu'on a dit et pas du tout, au contraire, l'annuler. Au contraire, vient la conforter, en fait. Un mot rapide, Michel Pappalardo, sur les réglementations, les nouvelles directives, notamment européennes, comme la CSRD. On a entendu beaucoup de ouin-ouin sur la CSRD ces derniers temps. Est-ce que pour le coup, ça vous semble suffisant pour arriver à ces objectifs de, Sylvie, bouchez-vous les oreilles, de décarbonation que nous avons tous? Suffisant, c'est déjà beaucoup. J'aimerais bien qu'on mette tout ça en marche et en œuvre comme ça doit le faire. Il y a deux textes en fait. La CSRD, c'est parce qu'on parle aux entreprises et donc les réglementations liées aux entreprises pour qu'effectivement elles soient transparentes et qu'elles expriment pas seulement leurs émissions de gaz à effet de serre, mais d'une manière plus générale, leur impact sur l'environnement et sur le social et sur la gouvernance. Mais vous avez aussi un autre texte qui est la SFDR. Et la SFDR, c'est la même chose, mais justement pour les fonds. Donc, c'est parce que les fonds doivent obéir à la SFDR qui leur dit qu'ils doivent savoir quelles sont les émissions des émissions qui sont dans leurs fonds, ce que les entreprises vont pouvoir faire grâce à la CSRD. Tout ça a l'air très lumineux et très simple. En fait, le problème, c'est qu'on a commencé par faire la SFDR et la CSRD après. Donc déjà, ça n'allait pas du tout. Mais c'est pas grave, on va remettre tout ça dans l'ordre. Pour le moment, c'est très compliqué. Je suis sûr qu'on va y arriver. Bon, ça va être compliqué, il faut le faire de manière progressive, on est bien d'accord. Mais si on veut arriver au résultat que vous avez dit juste avant, si on veut savoir où sont les émissions, si on veut essayer de les réduire le mieux possible, il faut bien que tout le monde s'y mette. Je reconnais que c'est compliqué et que c'est coûteux. Michel Mangion, très rapidement, est-ce qu'il y a un impact de la CSRD sur vos investissements en fait, dans votre secteur? Alors, je dirais que la CSRD, bien sûr, on s'y prépare, mais c'est plutôt notre engagement à prendre en compte l'évolution du climat qui oui, entraîne des investissements. Et que de toute façon, même si on n'avait pas cette idée-là, toute entreprise a besoin de financement. Donc de toute façon, toute entreprise se tourne vers les banquiers à échéances régulières. Je dirais au moins tous les ans, quoi. On va avoir à faire des plans de transition, des plans de pilotage qui sont réclamés en fait par les nouvelles directives européennes. Arnaud Marquis, est-ce que ça vous semble suffisant, l'État? Donc moi, pour partager un peu mon opinion également sur la CSRD,
parce que c'est vraiment un sujet important pour pas mal d'entreprises aujourd'hui, en particulier celles qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, de collecter des données et puis ensuite de travailler avec. Moi, je pense que c'est une bonne chose, ça va dans la bonne direction. Je vais expliquer pourquoi après, mais je pense que c'est pas assez, ça va pas assez loin. Donc je m'explique. Si on prend un exemple comme celui de Tarkett, Tarkett c'est une entreprise française cotée. Par conséquent, on est soumis aux obligations de publier un rapport RSE depuis de nombreuses années. Donc on a l'habitude de collecter ces données, de les publier. Et ceux qui lisent, c'est-à-dire les investisseurs, mais nos clients également ont la possibilité de regarder notre performance extra-financière sur le climat, mais sur des tas d'autres déchets, les déchets, l'aspect social, etc. Donc c'est parfait, mais ce n'est pas le cas de tous nos concurrents. Pourquoi ? Parce qu'ils sont étrangers, donc ils ne sont pas soumis à la même réglementation, ou tout simplement ils ne sont pas cotés. Donc là, la CSRD, nous on le voit vraiment d'un bon oeil, parce que ça va permettre de créer cette obligation. Tout le monde va devoir publier, et puis ensuite va devoir publier en respectant des standards, parce qu'il y a une harmonisation sur la publication, sur les standards. Donc tout ça, c'est très bien. Ça va donner des moyens, effectivement, aux investisseurs de comparer les entreprises. Et ça va aussi obliger toutes les entreprises qui ont tendance à faire mieux, je pense que Tarkett en fait partie, à continuer à travailler dessus. Puisque à partir du moment où il y a plus de concurrence sur ces sujets, ça a aussi créé une dynamique positive. Donc c'est très positif. Par contre, je pense que ça ne va pas assez loin. Tout simplement parce que ça n'oblige pas les entreprises à se transformer réellement. Et la transformation, il faut que tout le monde en ait conscience. Ce sont des investissements massifs. Massifs. C'est des centaines de millions d'euros. Si je parle de l'économie circulaire, les produits qu'on doit recycler nécessitent des technologies qui doivent être développées par nos fournisseurs, et ce sont des investissements massifs. S'il n'y a pas une réglementation ou des aides d'État, en tout cas des règles du jeu qui permettent aux entreprises de prendre ces risques, tout le monde va s'attendre. Alors on tourne en rond, ce n'est pas la bonne économie circulaire, tout le monde s'attend, mais l'objectif c'est vraiment de leur donner de la visibilité et de les pousser à se transformer vite parce que le temps presse. Si on élargit un petit peu le spectre, Sylvie Bénard, quels sont les changements qui sont nécessaires dans l'organisation même des entreprises avec cette transition ? On ne parle pas là simplement des reporting extra-financiers, on parle de l'ensemble de la chaîne. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Parce que vous le voyez, vous, avec les entreprises que vous accompagnez. Oui, alors là, on va rentrer dans l'humain et c'est presque plus difficile et plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut arriver à passer d'entreprises qui sont vraiment en silo à des entreprises où tout le monde est autour de la table. Quand vous vous préoccupez de vos produits, vous faites en général ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, dans laquelle il va y avoir le changement climatique, la biodiversité, l'eau, etc. Et vous allez voir à quelles étapes votre impact va être le plus fort. Et il va falloir que tout le monde travaille ensemble à réduire cet impact. Je prends un exemple caricatural pour illustrer ça. Si la direction de la production décide d'utiliser une matière certifiée bio, mais que le logisticien l'a fait venir en avion de l'autre bout de la planète, personne n'aura gagné. Or ça, aujourd'hui, c'est des choses qui sont encore possibles. Donc c'est vraiment faire travailler tout le monde. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de pédagogie, ça demande de la culture commune, une culture commune dans le domaine de l'environnement. Moi, j'avais créé une académie de l'environnement pour faire avancer sur ce sujet-là. Et ça demande la question du vocabulaire. Un autre mot très utilisé, impact. Un directeur marketing, c'est quoi son job ? C'est de maximiser l'impact de l'entreprise. Un directeur environnement, c'est quoi son job ? C'est diminuer l'impact environnemental de son entreprise. Donc, si je rentre, moi, environnementaliste, dans le bureau du directeur marketing et lui dis « je vais t'aider à réduire ton impact », il me sort par la porte. Et c'est normal. Donc il y a tout ce travail-là qui est du travail humain, qui est du travail de culture, d'appropriation des mots, de savoir comment l'autre travaille. Et il n'y a que comme ça. Et c'est long, hein. C'est long. Ça demande des mois, mais c'est comme ça qu'on va avancer. Vous le disiez, hein, l'économie circulaire, c'est un cercle et c'est mettre tout le monde autour de la table. Je pense même qu'un jour, autour de ce cercle, il pourra y avoir les fournisseurs et les clients pour encore faire mieux et encore aller plus vite et plus loin. Alors ça, c'est pour les entreprises. Qu'est-ce que ça impacte en termes d'organisation, de fonctionnement pour les banquiers, pour les investisseurs, Michel Papalardo ? Ils ont un métier production aussi, hein. Et donc ils ont besoin d'aller chercher beaucoup d'informations, beaucoup de données qu'ils trouvent ou qu'ils ne trouvent pas, qu'ils trouveront mieux quand on aura tous appliqué la CSRD, mais pour le moment c'est encore très compliqué. Et donc tout ça, ça a un coût.
On est dans une période un peu particulière avec le label ISR, puisqu'on a, comme je vous le disais, changé le référentiel cette année, et que l'année prochaine, au 1er janvier, on va voir combien de fonds restent labellisés. Et s'ils ne restent pas labellisés, c'est pas parce qu'ils se désintéressent complètement du développement durable, loin de ça, c'est parce que c'est coûteux ce qu'on leur a demandé de faire. Et ce qu'on leur a demandé de faire, c'est d'être beaucoup plus informés et donc beaucoup plus exigeants eux-mêmes sur les informations, et surtout, bien entendu, pour revenir sur ce que vous disiez, sur le fait que les entreprises dans lesquelles elles investissent font des progrès. Voilà, et elles ont des résultats extra-financiers. Donc ça, c'est aussi un autre métier pour les banquiers et les investisseurs, c'est qu'il faut qu'ils se préoccupent des faits d'impact qui sont extra-financiers, donc qui ne parlent pas seulement en euros, avec donc de nouvelles métriques. C'est un monde... faut être conscient que ça avance pas encore assez vite, on est d'accord, mais c'est quand même des évolutions majeures et très très structurantes. Et tout le monde est dépendant de tout le monde. Ce que disait Sylvie, c'est vrai aussi avec la finance, c'est-à-dire que la finance toute seule, elle va pas pouvoir répondre aux questions dont je viens de parler toute seule si les entreprises appellent pas les informations peuvent pas les donner si les fournisseurs les donnent pas. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, je le reconnais. C'est parce que c'est une vraie chaîne. Et qu'il faut mettre en mouvement ce qui se passe aujourd'hui, tous les éléments de la chaîne. Donc ça va un peu caracara de temps en temps, on est d'accord, mais c'est quand même ça. Et c'est nécessaire que ce soit tout ça en même temps, y compris la réglementation, bien entendu. Mais est-ce que les financeurs ont un réel intérêt, au fond, à rentrer dans la danse de cette transition? Je suis convaincu qu'ils ont un réel intérêt, puis il y en a quand même pas mal, hein. On a quand même 1200 fonds labellisés, pour vous rassurer sur le fait qu'il y en a quand même beaucoup. L'intérêt, c'est finalement... outre le fait qu'ils veulent participer à la démarche développement durable, etc. Mais même en tant que financeurs, ils ont un intérêt parce que ça réduit leurs risques. En fait, c'est ça qu'ils essayent de faire à travers les informations qu'ils vont aller chercher. C'est parce qu'ils sont convaincus, parce que collectivement on est convaincus à travers les réglementations, que aller dans le sens d'une démarche de développement durable, et là je me concentre sur le sujet climat, mais en tout cas sur le sujet climat, c'est réduire les risques pour les entreprises dans lesquelles ils sont en train d'investir à court, moyen et long terme. Alors des fois c'est plus à moyen terme qu'à court terme, mais ça dépend en fonction des années et de la conjoncture, mais c'est la conviction que des entreprises qui vont réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, vont, par exemple, être moins dépendantes des énergies fossiles. Et on a vu, il n'y a pas si longtemps, ce que ça signifiait que d'être dépendant des énergies fossiles. Alors, il faut mettre autre chose à la place, on est bien d'accord. Mais c'est ces démarches-là qui sont en cause. Et j'y tiens mes risques en matière d'adaptation aux conséquences du changement climatique. Là également, et je pense que de plus en plus les financeurs vont être intéressés et vont regarder ce sujet-là, le fait d'investir ou non dans des entreprises qui se sont préoccupées de leur adaptation, donc de leur risque face au changement climatique, c'est aussi un sujet de risque, de rentabilité finalement, d'efficacité en tant qu'investisseur. Il y a un autre secteur d'activité fort du risque, ce sont les assureurs, Sylvie Bénard. Est-ce qu'ils ont les mêmes contraintes, les mêmes ambitions finalement que le monde de la finance? Oui, enfin vous savez que maintenant en Californie, assurer sa maison, c'est devenu tellement cher que certains ne... C'est pour ça qu'on vous pose la question. Voilà, ne peuvent plus le faire. Et évidemment que les assureurs, à un moment, ils vont arrêter de couvrir certains risques, parce que c'est quoi assurer un assureur? C'est quelqu'un qui couvre un risque. Quand il n'y a plus de risque, quand on sait que ça va être inondé, quand on sait que ça va prendre feu, c'est plus un risque. Hein. Et donc, des entreprises qui ont des sites de fabrication, des boutiques dans des zones inondables, des vignobles en Californie, tout ça, à terme, je pense que les assureurs n'assureront plus et que donc l'entreprise doit se préparer dès maintenant, soit à s'adapter quand c'est possible, soit à arrêter cette activité à cet endroit-là. Alors parlons pour les entreprises de la notion de planification. C'est un thème qui revient très très souvent. Arnaud Marquis, comment est-ce que vous faites pour planifier à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, alors que dans beaucoup d'entreprises, on a quand même tendance à naviguer à vue. Donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour se positionner comme ça dans le futur? Alors en fait, planifier, pour des entreprises de la taille de Tarkett, c'est planifier sur le long terme, c'est quelque chose qu'on arrive à faire assez bien. On dispose de données, on utilise des scénarios pour se projeter,
On arrive à développer évidemment des feuilles de route avec les investissements, les milestones, comme on dit, des investissements clés, on définit des objectifs, etc. La difficulté, en fait, c'est pas tant de planifier sur le long terme, mais c'est vraiment de protéger ces investissements dont le bénéfice ne sera visible qu'à moyen et long terme, pour qu'à court terme, on ne les mette pas de côté, effectivement. Parce qu'à court terme, ce sont principalement des coûts, ce sont des risques. Donc vraiment, c'est notre challenge aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'on arrive à mettre un bénéfice court terme dans ces investissements sur le long terme. Alors, chez Tarkett, je peux vous donner 2 exemples de ce que l'on fait. Le premier, c'est une taxe carbone. On n'est pas soumis aux taxes carbone sur notre marché, sur nos marchés dans le monde. Par contre, on a décidé d'en mettre une et on l'applique à tous nos investissements. Ce qui fait que concrètement, et elle est significative, hein, c'est 250 € à la tonne, à chaque fois que nos équipes ont besoin d'un budget pour investir, eh bien, ils convertissent les émissions de gaz à effet de serre générées par cet investissement, ou la baisse, parce qu'évidemment, heureusement, il y a des baisses également, et c'est utilisé dans le calcul du payback pour arrêter l'investissement ou au contraire l'accélérer. Donc ça permet d'apporter un bénéfice court terme sur des investissements qui se verront, dont l'investissement sera évident à long terme. Un deuxième exemple, c'est qu'on utilise le plus possible nos clients. Pour ça, on identifie les clients qui ont des objectifs court terme qui sont en ligne avec les nôtres, plus long terme. Donc, Bank of America, donc un banquier, qui est aux États-Unis, qui a des bureaux un peu partout dans le monde, hein, et qui est aux États-Unis a souhaité développer une moquette avec un taux de recyclé très élevé, qui nous a sollicité. On a accepté de relever le défi et on a développé un terme un peu technique du PVB. Des films de PVB sont issus des pare-brises de voitures, en fait, hein, des films qu'il y a à l'intérieur de pare-brises de voitures, qui sont récupérés à la fin d'usage des pare-brises, et qui nous ont permis de substituer d'autres matériaux, matières vierges, et donc d'augmenter le taux de recyclé et de baisser les émissions de gaz à effet de serre. C'est pour nous un moyen de dérisquer nos innovations et de générer un chiffre d'affaires tout en étant aligné avec nos objectifs sur le plus long terme. Michel Mangion, sur cette planification, c'est plus facile pour vous ou pas ? Non, j'ai pas l'impression. Pour nous. Non, le point de clé a été effectivement de travailler en réseau, c'est-à-dire de vraiment travailler en convergence entre tous les domaines de l'entreprise. Et chaque domaine s'est emparé de ce thème et a fait sa planification en fait dans chaque domaine. Et ensuite, c'est la cohérence d'ensemble et travailler 2 fois par an pour se remettre à jour si nécessaire. Et donc chez nous, un exemple, parce que je n'ai pas beaucoup donné de chiffres encore, mais la décarbonation en tant que telle, sur notre partie industrielle, on estime que c'est à peu près plus 30 millions d'euros par an sur les 30 ans qui viennent, pour un volant d'investissement annuel de 60 à 80 millions d'euros. Donc c'est quand même très significatif, ça représente donc 1 milliard d'euros sur 30 ans. Et donc on en revient à cette affaire de coût, c'est effectivement un coût important qu'il faut arriver à doser en fonction de l'équilibre économique des marchés. Mais ça, on en reviendra peut-être un peu plus tard, mais c'est comment et à quel moment on déclenche tout cela. Et puis côté agricole, on travaille beaucoup sur des évolutions de pratiques, mais il nous manque, mais ça a été dit aussi tout à l'heure, il nous manque encore un instrument de mesure objectif, irréprochable, partagé. Et donc on y travaille aussi en ce moment, avec un peu de retard. Dites-nous un mot justement de cette mesure, en fait, des mises en œuvre à effectuer pour la transition. Comment est-ce qu'on fait pour fixer le joli niveau, le restant rentable ? Parce qu'il faut que tout ça se passe dans une rentabilité, si l'entreprise ne... C'est ça. Si on y va trop vite, on va dépenser tellement d'argent que le prix de marché va pas être au prix de marché, donc on risque de perdre nos clients en fin de compte. C'est Anne-Sophie qui a fait la keynote qui, moi, me pose question. C'est que, heureusement, notre bagarre aujourd'hui, trouver des clients qui veulent bien payer un peu plus cher pour qu'on puisse rémunérer l'agriculteur en question, pour ce qui nous concerne. Et donc, si la bagarre, c'est le prix, il va falloir peut-être qu'on valorise. Mais ça n'ira pas dans le bon sens pour le prix d'achat des goods, mais c'est faire payer le prix du carbone, du carbone fossile en fin de compte. Parce qu'aujourd'hui, tout ça a un coût, et il faut arriver à le transcrire. Alors aujourd'hui, on trouve on a démarré, on était les premiers, sucriers en Europe, à proposer une offre qu'on a marketée pour... justement proposer à la fois un produit moins cher en émissions carbone, mais aussi avec des pratiques culturales mieux adaptées. Et on trouve des clients, mais voilà, ça commence à mordre et ça commence à prendre de l'ampleur.
mais ça reste encore, je dirais, marginal. Mais cette somme d'argent qu'on gagne de cette façon-là, on le redistribue auprès de nos agriculteurs en direct. Marquis, un mot pour vous de cette prise de risque, en fait, versus la rentabilité de l'entreprise. Pour nous, même chose, je confirme ce qui vient d'être dit. La difficulté, c'est à un moment donné de réussir à commercialiser des produits que vous avez développés qui sont plus vertueux. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je rencontre beaucoup de clients qui nous félicitent pour le travail que l'on fait. Puis au moment où ils doivent prendre une décision, malheureusement, disent je vais encore continuer à prendre l'autre produit parce qu'il est 5 ou 7% moins cher. Donc c'est vrai qu'il y a un travail à faire. Alors la bonne nouvelle, c'est que je vois vraiment une évolution. Moi personnellement, ça fait 4 ans que je m'occupe de ce travail, donc je suis en contact avec des clients et j'ai vraiment vu une évolution. J'ai vu aussi une évolution au niveau des banquiers. Les questions sont de plus en plus pertinentes et tout le monde essaye de réellement mesurer l'impact finalement d'une décision qu'on va prendre aujourd'hui sur le plus long terme. Et quand on fabrique des produits comme Tarkett, qui sont des produits qui durent 10 ans minimum pour une moquette, mais c'est facilement 20 à 30 ans pour des revêtements de sol dans les hôpitaux, finalement on doit se questionner sur l'impact que l'on va avoir sur le long terme. Bon, en même temps, on prend une décision à l'intérieur même de l'entreprise sur sa stratégie, mais on a affaire à la concurrence. Sylvie Bénard, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Parce que si le concurrent prend les mêmes décisions avec beaucoup plus de facteurs risques, comment est-ce qu'on fait? Alors, dans le développement durable, il y a une vraie coalition. Il y a les entreprises quelquefois concurrentes qui travaillent ensemble sur certains sujets. Parce que j'ai pris l'exemple du vignoble en Californie, par exemple. Bien, on sait que le vignoble, à terme, avec le changement climatique à travers la planète, va être totalement modifié. Et donc, il va falloir au moins une phase d'adaptation. Et il n'y en a pas un qui va s'en sortir et pas les autres. C'est faire une coalition pour travailler ensemble. Dans le monde de la mode que j'ai pas mal côtoyé, vous avez le Fashion Pact, vous avez Textile Exchange, etc., qui est sur les matériaux, sur le recyclage, sur les invendus. Et donc, on trouve quand même des coalitions de gens qui, par ailleurs, sont concurrents pour avancer sur un sujet très précis et trouver une solution, parce qu'encore une fois, il n'y en a pas un qui va s'en sortir et pas les autres. Quelles sont vos recommandations, Michel Pappalardo, sur ce sujet-là, en fait, c'est-à-dire la gestion des moyens qu'on doit mettre en œuvre face aux impératifs de rentabilité à court terme, souvent? Le conseil, j'aimerais bien en avoir et savoir exactement comment il faut faire. Je pense que ce que dit Sylvie est vrai. Il reste que vous pouvez avoir des concurrents chinois ou autres qui ne le font pas. Et donc c'est là qu'il y a aussi besoin. C'est pour ça que j'insiste sur le côté chaîne, en fait. Il faut que tout le monde se mette et que tout le monde aille dans le même sens, sinon on ne va pas y arriver. Il faut aussi que les États, dans ces cas-là, qui sont favorables à ces efforts qui sont faits et qui financent aussi une partie de ces efforts, prennent des précautions et prennent des réglementations pour qu'on ne puisse pas importer des produits concurrents qui ne joueraient pas le jeu et qui, eux, seraient effectivement beaucoup moins chers. Il y aura toujours une partie des consommateurs qui n'iront pas sur ces produits-là. Mais il faut qu'il y en ait une plus en plus grande partie qui y aillent, qui comprennent, qui fassent des efforts de temps en temps. Et je reconnais que le mot effort, c'est pas forcément ce qu'on aime le plus entendre quand on est consommateur. Et donc, il faut comprendre pourquoi on le fait. Quand on le fait pour qu'on soit plus souverain, parce que c'est un mot qu'on n'a pas dit, mais il y a de ça quand même aussi, c'est de produire en France pour des employés français et pour que pour la prochaine crise, on soit aussi plus résilient. Si on arrive à faire passer aussi ces messages-là, on va gagner une autre partie des clients, qui auront envie d'aller au salon Made in France. Et puis, il y a la pression réglementaire. Et puis, il y a la nécessité aujourd'hui, pour certains qui sont vraiment convaincus et qui sont de plus en plus nombreux, de se dire, je ne peux pas passer à côté de ça, il faut absolument que je fasse les meilleurs efforts. Travaille dans le même sens, ça c'est clair. Donc merci Michel Pappalardo, merci Sylvie Bénard, merci Arnaud Marquis et Michel Mangeot, merci à vous tous.